Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la culture sur but. Alors, si tu trouves que la terre est basse dans ton potager, que tu as du mal quand tu veux désherber un petit peu, quand tu veux récolter un peu, quand tu veux intervenir comme ça sur le sol de ton potager et que tu trouves que la terre est un peu basse, eh ben peut-être qu'il est temps de passer à une culture qui soit un peu plus en hauteur, de rehausser la hauteur de ton sol, de faire une butte. On va voir pourquoi ça peut être intéressant pour toi de passer à la culture sur but. On va voir aussi si c'est faisable, comment est-ce que tu peux le faire. On va aussi donc parler de la fameuse butte de permaculture qui était très popularisée il y a une dizaine d'années par Sepp Holzer, l'Autrichien qui a écrit un bouquin sur la permaculture qui est assez connu. Et voilà, sa fameuse butte dans laquelle on va enterrer du bois, où on va mettre beaucoup de matière organique et recouvrir avec de la terre. Donc, on va voir si c'est adapté ou pas à ton jardin. On va voir aussi, donc finalement, quelle méthode choisir, quand et comment la mettre en place. Donc voilà, juste un petit avertissement toutes ces techniques, elles vont avoir un fort impact sur l'équilibre déjà installé dans ton potager. Donc qui dit gros impact dit déséquilibre et du coup dit du temps pour retrouver un nouvel équilibre. Donc il y a peut-être une petite saison qui va être sacrifiée dans tout ça ou pas forcément parce qu'il y a certaines techniques comme la butte dans laquelle on va enterrer du bois, ça peut être intéressant parce que ça va apporter beaucoup de fertilité, comme la culture en lasagne, etc. Donc parfois ça peut passer crème, comme on dit, ça peut passer comme dans du beurre, et parfois bah non, ça va pas forcément. Il va y avoir pas mal de déséquilibre, donc peut-être invasion de limaces, invasion de plein de choses. Donc voilà, il y a un petit risque à prendre, mais voilà, je voulais le dire. Donc au cas où, prépare-toi à ce que les mois, peut-être l'année d'après, soient un petit peu moins productifs, où il y a un petit peu de dérangement et que tu sois face à quelques petits problèmes. Donc voilà, donc je pouvais pas parler de butte de culture, de permaculture, etc. sans parler de la fameuse butte de culture avec le bois enterré. Donc si tu sais pas ce que c'est, en gros je t'explique, imaginons que tu pars sur un terrain avec voilà, tu délimites ton potager, tu dis bah voilà, sur 1,50 m de large et 10 mètres de long, ici je vais mettre mon potager, et avec cette butte de culture, je crois que ça s'appelle la hugelkultur, donc à voir, et en fait le but c'est voilà, si tu vas creuser comme ça ta zone, tu vas creuser sur une cinquantaine de centimètres, des fois plus, des fois moins, ça dépend. Et le but, voilà, c'est de creuser, mettre la terre de côté et enterrer de la matière organique. Alors principalement du bois, on verra pourquoi. Et tu peux rajouter comme ça, par exemple, les mottes de gazon, si tu es parti sur un gazon, ou si tu as de la tonte de gazon, ou si tu as des déchets de... Enfin voilà, on va essayer de mettre vraiment du bois mort et le reste de matière organique qu'on a à disposition, si possible de la matière fraîche, donc la matière organique azotée comme le gazon, les épluchures, pour apporter un peu d'équilibre dans tout ça, parce que si on met que du bois mort avec de la paille, ça fait beaucoup de carbone et ça peut, c'est une butte qui va pas être assez fertile. Et c'est justement l'avantage de ce genre de butte, c'est que ça va booster ta fertilité en fait. Ça va vraiment le fait d'enterrer comme ça beaucoup de matière organique, et on se retrouve avec comme un gros compost et vraiment c'est très fertile. Donc toutes les plantes qui demandent beaucoup de fertilité comme la tomate, le poivron, les cucurbitacées, courgettes, courges, etc. Elles vont vraiment apprécier pousser dans cet environnement parce qu'il y a vraiment beaucoup de nutriments. Donc c'est intéressant. L'autre avantage aussi de ce genre de butte, et de toutes les buttes d'ailleurs en général, c'est que ça va chauffer plus rapidement au printemps parce que ça va être plus exposé au soleil. Voilà. Un autre avantage, c'est que ça va aussi te faciliter le travail parce que voilà, comme je disais, si tu trouves que la terre est basse, ça va être intéressant parce que tu vas pouvoir travailler un peu plus haut sans forcément utiliser des coffrages avec du bois ou autre.
Vraiment, là, tu fais une sorte de butte et tu vas pouvoir travailler. La terre sera moins basse, comme je disais, quoi. Les inconvénients de ce genre de but, c'est que la grande question, c'est est-ce que c'est bien ou pas d'enterrer la matière organique? Donc en gros, est-ce que c'est bien de faire un trou dans la terre, de mettre beaucoup de matière organique, du bois mort, de la tonte de gazon, etc. et ensuite de remettre la terre par-dessus? Est-ce que c'est bien d'enterrer la matière organique dans la terre? C'est un gros débat. Si toi, tu as ton avis ou tu as tes infos ou si tu as juste par exemple un retour d'expérience à faire, n'hésite pas à le faire en commentaire. Voilà, moi j'ai eu pas mal de retours positifs, d'autres négatifs. Moi personnellement, j'ai jamais fait de but comme ça dans mes jardins. J'ai toujours fait soit de la culture en lasagne, soit je suis parti tout simplement de ce qu'il y avait, mais jamais vraiment creusé pour enterrer la matière organique. Parce qu'en fait, pour moi, enterrer la matière organique, je fonctionne beaucoup à l'observation. Dans la nature, la matière organique, elle se dépose en surface, elle s'accumule en surface. Et pour moi, bah voilà, c'est pas logique d'aller enterrer de la matière organique, en plus du fait que ça prend beaucoup d'énergie. Voilà, ça demande beaucoup d'énergie et voilà, c'est pas forcément un truc qui est toujours adapté aussi au contexte. On va le voir aussi un petit peu plus tard. Mais voilà, la matière organique pour se décomposer, en gros, elle a besoin d'air et d'eau. Enfin, elle a besoin d'air, d'eau et aussi des champignons. Et les champignons, ils ont aussi besoin d'air. Enfin bref, si tu enterres trop la matière organique, ça va pas se faire. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que plus tu vas aller en profondeur, moins il va y avoir d'oxygène. Et moins il y a d'oxygène, moins la matière organique va se décomposer rapidement en fait. Donc si au bout d'un moment ta matière organique elle se décompose pas, elle va se méthaniser. Enfin, ça va être long à se décomposer. Il y a des nouveaux micro-organismes qui vont apparaître. Il va y avoir pas mal de gaz qui va se, euh, se, euh, se produire, quoi. Et voilà, c'est pas le top. Même si voilà, j'imagine bien aussi que dans la nature, parfois il y a des perturbations. Il peut y avoir des éboulements, des arbres, je sais pas, qui peuvent tomber et avec l'éboulement se faire enterrer par de la terre ou des rochers, des choses comme ça, et que finalement bah, ça se passe bien. Mais voilà, je pense que ça apporte aussi pas mal de perturbations et c'est pas ce qu'on veut au potager. On veut quand même quelque chose qui ait un certain équilibre. Même si on cherche à réparer la terre, on n'est pas là aussi à forcer ce processus de réparation, de régénération. On veut vraiment atteindre un équilibre qui ressemble à celui de la forêt, un équilibre qui est fertile. Donc voilà, moi je suis pas vraiment pour ce genre de choses, d'enterrer la matière organique, mais il y en a pour qui ça marche. Il y a dans certaines conditions où ça peut être vraiment intéressant. Voilà. Un autre désavantage, c'est que il peut y avoir des risques de saturation en eau dans ce genre de but. Donc à faire attention, si par exemple tu es sur un sol qui est déjà assez argileux ou assez saturé en eau, ou qui se sature assez vite en eau, ça peut être pas une très très bonne idée d'utiliser ce genre de technique parce que voilà, tu peux avoir un risque de saturation d'eau. Et aussi, si tu es dans un jardin, par exemple dans le sud où il fait très chaud, il y a pas mal de vent, bah, là aussi ça peut être problématique parce que le vent il va vraiment s'infiltrer dans ta butte, vu que la butte elle est assez aérée déjà du fait qu'on a enterré de la matière organique. Et en plus, vu qu'elle sort de la terre, elle a une bonne prise au vent. Donc le vent vraiment va s'infiltrer plutôt dans ta butte et ça va l'assécher. Et en plus, s'il fait chaud, bah, ça va encore plus l'assécher. Et après, ça peut être moins intéressant. En gros, imagine, c'est comme si tu mettais une grosse éponge dans ta terre comme ça. Et, euh, et si elle se met à sécher, en fait, cette éponge, bah, ça va être difficile de la réhydrater. Donc voilà. Ça peut être intéressant, par exemple, dans le désert, d'utiliser ces genres de techniques. Il y a plein de techniques comme ça, un peu où on va faire des poches comme ça où on apporte de la fertilité
pour cultiver, pour régénérer le sol et recréer du sol et un cercle vertueux. Mais voilà, c'est peut-être pas la meilleure technique parce que justement, il y a ce problème du fait de cet effet éponge comme ça qui fait que avec la chaleur et le vent, ça peut vraiment se dessécher et ça peut être difficile à réhydrater. Donc voilà pour la butte de permaculture, la fameuse butte de permaculture avec la matière organique enterrée. Pour ou contre, je te laisse voir. Je te laisse aussi te renseigner. Donc, je crois que ça s'appelle Hugelkultur. Ça s'écrit en. Je crois que c'est autrichien ou je sais pas ce que c'est. Mais voilà, ça s'écrit genre Hugelkultur, je crois, Hugelkultur. Et tu trouveras pas mal d'infos là-dessus, pas mal d'articles, des vidéos peut-être. Et tu pourras te faire ton propre avis, voir si c'est adapté à ton terrain et à ton contexte. Donc voilà, on va passer donc à la transition donc, de la butte à plat à la butte en butte, enfin de la culture à plat à la culture en butte. On va voir les avantages, les inconvénients, les différences, et après on verra quand et comment commencer. Alors pour le petit exemple, moi j'avais fait un stage de permaculture et dans le jardin de ce permaculteur, il avait fait des buttes, mais vraiment des buttes qui étaient plus hautes que moi. Donc c'était vraiment des buttes de quasiment 2 mètres de haut. Euh, Ça faisait grincer les dents de certaines personnes quand il nous a fait visiter cette partie de son jardin parce qu'il cultivait il essayait différentes choses. Et d'ailleurs pour info, c'est Grégory Protin. Il habite. Il a une oasis, ça s'appelle l'oasis des Hirondelles. Je crois qu'il a aussi dans cette oasis, et donc il a une partie où il est gîte, il a une partie où je crois que ça s'appelle les semeurs de clés, où là c'est plus permaculture. Il y a aussi du développement personnel, où il organise des stages pour se ressourcer, pour apprendre à la permaculture dans son jardin. Et voilà, c'est un environnement qui est vraiment intéressant, une personne super intéressante, donc je vous invite vraiment si vous êtes du côté de Roanne par là-bas, dans la Loire, bah n'hésitez pas à aller faire un petit stage, à aller le contacter, peut-être le visiter, ou je sais pas, mais vraiment, moi j'avais fait un stage une semaine ou deux, je me souviens plus, c'était vraiment un des stages qui a marqué aussi mon parcours. Et donc voilà, dans son jardin, il avait donc fait des buttes, mais vraiment des buttes de 2 mètres de haut. Ça fait déjà un petit moment, c'était il y a une dizaine d'années. Je me souviens plus exactement, mais je me souviens que voilà, c'était vraiment, il n'y avait pas besoin de. Le but, c'est qu'il n'y ait vraiment pas besoin de se baisser quasiment, quoi. On pouvait planter debout, c'était vraiment très vertical. Et, euh, et on pouvait planter debout. En fait, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait utilisé des machines, donc c'était vraiment des buttes de terre, hein. Et il avait creusé des allées, en fait, pour marcher. Et toute la terre qu'il creusait dans ces allées, en fait, il les mettait en andins, comme ça. Et il avait fait une dizaine d'andins, je sais plus, peut-être un petit peu moins, 5 ou 6 andins. Et c'était vraiment géant, quoi. Et en fait, quand tu rentrais dans ce potager, il y avait quand même une petite marche, quoi. Il fallait descendre dans le potager parce qu'il avait vraiment creusé en profondeur pour pouvoir faire ses buts. Donc le fait de creuser et d'entasser la terre, eh ben, c'est ça qui faisait que on avait ces buts énormes. Et voilà, donc c'est grosse perturbation quand tu fais ce genre de truc. En plus, il faut faire intervenir des machines. Donc ça peut être aussi un peu compliqué. Et puis, faut le faire vraiment au début, quoi. C'est vraiment si tu veux faire ça, faut le faire dès le début de ton projet. Parce qu'après, une fois que les choses sont installées et tout ça, si t'as pas de chemin qui va directement pour intervenir, quoi, il n'y a pas de chemin pour les engins de chantier, ça peut être compliqué d'arriver comme ça, parce que les engins de chantier vont vraiment tasser le sol, et bon, c'est pas toujours ce qu'on souhaite dans son jardin. Donc c'est un truc qu'il avait fait, lui, comme il disait, vraiment dès le début de son projet. C'est une des premières choses qu'il a faites, comme ça, voilà. Comme d'ailleurs on parlait de Sepp Holzer, pareil, au début de son projet, bah là il a fait intervenir beaucoup de machines pour creuser des mares, des étangs, faire des terrasses, faire ce genre de but, pourquoi pas. Enfin voilà, le but c'est vraiment de tous les
tous les gros travaux, bah oui, c'est toujours en premier, donc on va les faire. Et lui, son but, c'est vraiment vu qu'il était en haut en flanc de vallée, en fait, il avait beaucoup de vent qui venait du sud, je crois. Enfin, il avait beaucoup de vent. Il avait vraiment le vent qui s'accumulait sur cette partie de son terrain. Et le fait d'avoir ces grosses buttes, bah, ça permettait justement de casser, de couper un petit peu ce vent. Et il avait fait ça aussi pour pas forcément faire son potager tout de suite à cet endroit-là, mais au moins pour avoir cette structure, ouais, d'avoir fait cette structure pour si un jour il était un petit peu plus vieux ou où il avait des soucis de mobilité réduite ou quoi, il se disait au moins avec ça je peux jardiner facilement si j'ai des problèmes de dos par exemple. Donc c'est vraiment aussi un avantage de faire de la culture sur but, c'est que ça peut aussi nous permettre ça peut aussi te permettre de jardiner un petit peu plus haut. Et si tu as des petits soucis d'eau, bah, ça peut être intéressant de justement prendre un petit peu de hauteur avec cette terre. Il y a aussi Philip Forer, ça s'écrit Philip, et son nom de famille c'est Forer, Forer, qui a fait aussi une vidéo, je trouve une vieille vidéo qu'on retrouve encore sur YouTube qui est intéressante, c'est le jardin du Graal, donc Graal, Graal, et c'est vraiment intéressant parce que lui aussi il a vraiment des buts qui sont impressionnantes et on voit qu'il jardine quasiment debout, donc voilà, ça peut être intéressant aussi de voir concrètement à quoi ça ressemble. Et voilà. Ce qui est intéressant aussi avec la culture comme ça sur but, c'est qu'on va optimiser l'espace. On va avoir plus d'espace, on va pouvoir cultiver plus de choses sur moins d'espace. Je m'explique. En gros, imagine, tu as donc une zone de culture potagère à plat qui fait 1,50 m de large. Ben, tu as, imaginons si tu prends un mètre à ruban, un mètre souple là, qu'on utilise pour la couture par exemple. Bah, si tu tends ton mètre, bah, ça va faire 1,50 m. Par contre, si tu fais une butte, eh ben, tu vas mesurer, bah, finalement, la surface de culture, ça peut être 2 mètres, 2,50 m, voire plus, quoi. C'est vraiment... ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir cultiver plus sur moins de prise au sol, quoi. Ce que je veux dire. Et du coup, voilà, ça peut être intéressant. Voilà, ça peut aussi créer des microclimats. Vu que tu prends de la hauteur, tu vas créer de l'ombre, tu vas créer des zones qui sont plus exposées au nord, d'autres qui vont être plus exposées au sud. Ça peut être intéressant, ça peut l'être aussi beaucoup moins. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Voilà, si tu as un sol qui est plutôt asphyxié, comme je disais tout à l'heure, qui est plutôt où l'eau a tendance à stagner ou quoi, ben, pareil, la possibilité d'avoir ce genre de but, ça peut être intéressant pour justement de prendre de la hauteur et éviter d'être toujours d'avoir tes cultures dans l'eau en fait. Ce que je veux dire. Euh, Si ton sol est toujours plein d'eau et asphyxié, eh ben, le problème c'est que tes racines elles ont besoin d'air, un sol vivant il a besoin d'air, la vie microbienne qu'il y a dans ton sol qu'on appelle la faune épigée, elle a besoin d'air, elle a besoin aussi qu'il y ait de l'eau mais que l'eau elle soit drainée, pas qu'elle soit stagnante, parce que voilà, l'eau stagnante elle va aussi faire des poches sans air. Donc voilà, le fait d'avoir ce genre de faire de la culture sur but sur un sol asphyxié, ça peut être vraiment très intéressant pour avoir une meilleure fertilité, un sol qui soit plus vivant. Et inversement, si tu as un sol qui est déjà très aéré, c'est peut-être pas forcément très sableux, pardon, c'est peut-être pas forcément la meilleure technique. Voilà. Donc, on a vu un petit peu les avantages et les inconvénients. Maintenant, on va voir quand et comment commencer à faire cette culture. D'ailleurs, ce podcast, ça m'a été inspiré par une question qu'on m'a posée justement euh, de qu'est-ce que je dois faire. Une personne qui a démarré en fait son potager là en mai quoi, et qui voulait savoir quoi faire à l'automne. Et du coup, ce qu'on a vu, c'est que c'était plus intéressant de peut-être partir sur de la culture sur but. Donc
Donc voilà, après, peut-être que c'est pas forcément adapté à ta situation, c'est à toi de voir. Mais voilà. Le meilleur moment pour commencer, il n'y en a pas forcément. C'est un peu comme l'expression est-ce que quand est-ce que c'est le meilleur moment pour planter un arbre? C'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. On va dire que c'est pareil pour ça. Le mieux, c'est de commencer tout de suite, si quel que soit le moment de l'année à laquelle tu écoutes cet épisode de podcast. Moi, ce que je te conseillerais, c'est de commencer tout de suite. Sauf si tu as déjà des cultures, bien sûr. Tu vas pas arracher, par exemple, si tu as déjà des tomates, t'es en plein mois de juillet, tu as déjà planté plein de choses, va pas arracher pour tout recommencer. Pareil, si tu es en avril et que dans un mois, tu comptes euh, commencer le potager et tu sais pas vraiment si tu as la possibilité de récupérer de la terre, du compost ou de la matière organique, je te conseillerais peut-être pas de commencer tout de suite. Mais dans tous les cas, plus tu commences tôt, mieux c'est. Et la première chose à faire, donc ça va être de faire le point sur les ressources que tu as à disposition. Donc est-ce que tu as de la terre? Est-ce que tu peux avoir de la terre? Ou est-ce que tu peux en trouver, je sais pas, tes voisins dans ton quartier, dans ton village? Est-ce que tu peux peut-être en trouver sur le Bon Coin, auprès de ta mairie? Des fois les mairies aussi, elles font des travaux, puis elles laissent de la terre de jardin à disposition, donc ou des fois c'est pas trop cher, tu viens, tu payes à la remorque. Et voilà, est-ce que tu peux avoir de la terre? Est-ce que tu peux avoir du compost? Est-ce que tu peux avoir de la matière organique fraîche? Ça c'est un petit peu plus facile des fois quand on a un jardin. Est-ce qu'on va tailler une haie? Est-ce qu'on a un petit broyeur? Est-ce qu'on voilà de la tonte, des épluchures? Voilà, déjà, essaie de faire le point sur toutes les ressources que tu peux facilement avoir à disposition au niveau local. Et plus c'est local, mieux c'est. Plus c'est proche de ton jardin, mieux c'est. Et voilà, c'est à toi de voir. Ensuite, quand tu sais à peu près tout ce que tu as à disposition sur place, là, tu vas déterminer est-ce que je vais faire une butte plutôt avec que de la terre ou avec que du compost, ou plutôt une butte, comme je disais en début d'épisode, qui va être plutôt avec de la matière organique enterrée. Est-ce que tout ça aussi, c'est en fonction de est-ce que oui ou non c'est adapté à ta situation, bien sûr. Et voilà. Donc une fois que tu as fait le point, tu vas, si tu vois que tu n'as pas assez de terre, autre chose, si tu vois que tu n'as pas assez de terre ou de compost, ou tu vas pas forcément pouvoir en avoir beaucoup, moi ce que je conseillerais, c'est d'accumuler de la matière organique sur ta zone. En fait, en gros, tu fais une culture en lasagne, quoi. Tu mets différentes couches, un mélange de différentes couches sur ta zone. Ça peut être voilà, du gazon, de la paille, des choses comme ça. Voilà, des fois c'est pas toujours facile de trouver de la terre ou du compost, donc ça peut être intéressant donc d'utiliser la matière organique fraîche, je précise bien fraîche. Si tu utilises du gazon, essaie vraiment de l'utiliser fraîchement tondu, et parce que s'il sèche, voilà, ça devient de la matière organique sèche, donc c'est différent. Mais donc voilà. Donc quand on parle justement de venir faire de la culture en lasagne, d'utiliser comme ça la matière organique qu'on a au niveau local, et là, tout de suite, on doit se confronter à la temporalité. On doit se confronter justement au fait qu'on va peut-être pas forcément pouvoir faire ça du jour au lendemain. Donc, donc voilà, il y a aussi, on va en parler un petit peu juste après là, de cette temporalité. Il y a aussi un truc, c'est que faire attention, la matière organique, ça disparaît limite. C'est pas comme la terre. La terre, tu vas faire une butte d'1 mètre. Un an après, la butte, elle fera toujours 1 mètre. Elle aura peut-être un peu baissé, elle fera 80, 70 cm, parce que des fois, voilà, c'est très aéré et du coup, ça se tasse et ça se baisse un peu. Mais si tu utilises de la matière organique, sache que ça va être très très long. Sauf si tu utilises du bois, parce que le bois, il va être très long, il va mettre peut-être même plusieurs dizaines d'années à se décomposer, donc ça va être très long pour que ta butte s'affaisse. Mais si tu fais une culture en lasagne, par exemple, si tu en as déjà fait une, si tu accumules comme ça de la tonte, de la paille, du foin, des trucs comme ça, tu vas te rendre compte que, en fait, si tu fais une butte, par exemple, d'1 mètre, 1 an plus tard, elle a quasiment disparu, quoi. Il y a vraiment, ça te fait une légère bosse, c'est vraiment très faible. Donc, vraiment, n'hésite pas à aller, à vraiment accumuler beaucoup de matière organique, à être généreux
dans ça, et peut-être que tu vas devoir justement renouveler cette expérience plusieurs années de suite, et du coup peut-être devoir sacrifier par exemple les cultures d'hiver, parce que pendant que tu fais ta lasagne, tu peux pas forcément faire de la culture. Pareil, si tu plantes des plantes vivaces dans ton potager, si chaque année tu sais que tu vas revenir rajouter de la matière organique, tu vas pas pouvoir les enterrer, quoi. Tes plantes vivaces, donc tu vas falloir les déterrer, les replanter, etc., etc. Donc si tu sais que tu vas faire, tu vas utiliser de la technique de la culture en lasagne pour prendre de la hauteur, attends-toi à ce que ça soit très long, et aussi attends-toi évite de planter des plantes, voilà, et sache que de temps en temps c'est comme si ton terrain va être en jachère où il faut qu'il n'y ait plus rien, et que tu vas plus pouvoir cultiver pendant une période de temps. Mais voilà, mais bravo à toi quand même si tu utilises cette méthode, parce qu'au moins tu vas réduire les déchets de ton jardin, et du coup ça aussi c'est intéressant, et donc voilà. Petite aussi astuce pour si tu choisis cette méthode, c'est pense à t'aménager une zone de stockage. On n'y pense pas souvent dans le design en permaculture, on ne pense pas souvent à la zone de stockage, et c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, notamment pour ce genre de situation. Avoir une zone de stockage pour mettre la terre, pour mettre ton compost qui est mûr, pour mettre du paillage, pour mettre du carton, pour mettre des trucs comme ça que tu vas récupérer et que tu sais pas trop où mettre dans ton jardin. Ça peut être des choses que tu récupères, entre guillemets, des déchets comme de la tonte, des choses comme ça, que tu récupères au niveau local dans ton jardin, mais aussi des choses que tu peux récupérer à l'extérieur de ton jardin. Donc voilà, c'est intéressant d'intégrer une zone de stockage dans ton design qui te facilite un petit peu la manutention des différents déchets, entre guillemets, ou matériaux. Et donc, voilà. Donc, le principe aussi j'en parlais tout à l'heure, donc comment mélanger toute cette matière organique. Pour le ratio du mélange, dis-toi que c'est à peu près 50-50. Donc, moitié imaginons que ça soit du gazon frais, enfin de la tonte fraîche et de la paille. Donc, la tonte fraîche, c'est la matière organique azotée, la tonte fraîche. Et la matière organique sèche, donc la paille, ça va être la matière organique carbonée. Donc, c'est l'azote et le carbone que tu mélanges. Donc, voilà, dis-toi qu'il faut une part moitié-moitié. Et pas en termes de volume, mais en termes de poids. Donc, en termes de poids, il faut que ça soit à peu près moitié-moitié. C'est toujours un peu plus difficile de récupérer de la matière fraîche, de la matière azotée. Il y a toujours un déséquilibre qui se fait en faveur du carbone. Mais voilà, essaie vraiment de respecter à peu près ce truc moitié-moitié. T'es pas obligé de faire des couches. Souvent, quand on parle de culture en lasagne, on parle de couches. Voilà, je mets d'abord mon gazon, ensuite la paille. En fait, on fait comme ça parce que c'est plus pratique. En général, quand on va tondre, on va mettre une couche de gazon, et puis après, quand on a fini de tondre, on va peut-être revenir avec la paille et mettre la paille par-dessus. C'est plus facile au niveau travaux, manutention, mais tu peux très bien aussi tout mélanger comme ça vient, avancer petit à petit aussi, et c'est pas important tant que tu respectes à peu près le ratio. Par exemple, tu peux faire, comme je disais, la matière fraîche, en général, elle est donc c'est plus difficile d'en trouver, mais elle est aussi au niveau du volume, elle prend voilà, beaucoup moins de place en termes de volume, rapport volume-poids. Donc en général, voilà, la matière fraîche, elle est plus lourde par rapport à son volume que par rapport à de la paille et du foin. Donc prends-y en compte aussi dans l'épaisseur de tes couches, si tu fais des couches. Mais voilà, fais attention aussi par rapport à la tonte. La tonte fraîche, ça va avoir aussi tendance à chauffer. Donc, essaie de pas trop faire épais. Fais des plus petites couches de une dizaine, quinzaine de centimètres max, pour pas que la tonte chauffe trop. Et voilà, après, dans certains cas, ça peut être intéressant justement que la tonte produise de la chaleur, notamment au printemps, quand tu veux réchauffer un petit peu la terre et gagner quelques semaines. C'est intéressant de parfois mettre un petit peu de tonte et l'enterrer comme ça sous de la paille. Comme ça va un petit peu chauffer ton sol. Donc voilà. Pense aussi donc à finir avec de la terre, du compost. C'est aussi intéressant si tu veux faire par exemple tout de suite des semis directs,
comme des carottes, des navets, des betteraves, des trucs comme ça. Pense à finir voilà, avec la terre, du compost. En plus, ce qui est intéressant, c'est que ça va apporter des micro-organismes. Alors si en plus tu arrives à choper du compost qui est mûr, qui est tout juste mûr, et ben voilà, là c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de vie à l'intérieur, il y a plein de micro-organismes, des petits insectes qui vont pouvoir justement aller enrichir cette butte, se nourrir de toute cette matière organique et de mélanger tout ça et de produire de la terre, voilà, grâce aussi aux actions des vers de terre. Et si tu veux aussi, tu peux finir par un petit peu de paillage. Alors paillage aussi, c'est une question un petit peu délicate. Quand est-ce qu'il faut pailler, quand est-ce qu'il faut pas pailler, est-ce qu'il faut pailler ou pas pailler. C'est compliqué, mais en gros, y a deux trucs qui me viennent en tête comme ça. C'est que le paillage, ça va, par exemple, si tu pailles en plein été. Alors des fois, on se dit ouais, c'est l'été, je vais mettre une grosse couche de paille. Dans certains cas, ça peut être contre-productif. Je m'explique. Si tu as par exemple 10, 15, 20 cm de paille ou de foin, n'importe, un gros paillage, s'il pleut, en fait, le problème c'est que le paillage il va absorber le peu d'humidité. S'il pleut très peu, et ben en fait le paillage il va absorber l'humidité, mais la terre qui est en dessous, elle va pas, s'il pleut pas assez, elle va pas pouvoir profiter de cette humidité. Donc ton sol en fait il va rester sec en dessous. Et du coup c'est contre-productif parce qu'on met de la paille pour garder l'humidité, mais au final on se retrouve avec un sol qui reste sec parce que c'est la paille qui garde l'humidité. Donc le paillage en plein été, je te conseille pas vraiment. Après tout dépend où tu habites, voilà. Mais plutôt pailler l'hiver, l'automne. C'est plutôt intéressant là de mettre beaucoup de paille et laisser la paille se décomposer. Et donc voilà, c'était juste ça qui me venait en tête. Et je sais plus. Voilà. Il y a aussi, pardon, il y a aussi l'été, un autre truc, c'est que finalement on n'a peut-être pas forcément besoin de beaucoup de paille parce que le but, essaie de te dire que plus tu vas planter serré, plus tu vas avoir un jardin qui est donc planté serré, plus ta terre elle va être naturellement déjà abritée protégée des rayons du soleil. En fait, ce qui pourrait être ce qui est plus intéressant en fait l'été, c'est de protéger vraiment sa terre du soleil et mettre vraiment un petit paillage mais fin. Pas forcément gros paillage d'été comme je disais. Enfin voilà. En gros, c'est plus intéressant de faire comme ça, je trouve, d'utiliser l'effet d'ombrage du fait de planter serré et plutôt pailler l'automne, l'hiver, au printemps aussi, pourquoi pas. Sauf si tu veux faire des semis ou si tu veux aussi réchauffer ta terre au soleil. Donc voilà, c'est un petit peu un bordel. Moi, j'arrive vraiment je commence à me caler un peu plus sur pailler plutôt en saison dormant. En fait, comme finalement comme ça se passe dans la nature. Hein, au final, dans la nature, comment ça se passe dans la forêt? C'est que les feuilles, la matière carbonée, le paillage, il va se mettre comme ça à l'automne. Il va se décomposer un petit peu petit à petit jusqu'au printemps. Au printemps, finalement, on va se retrouver avec un sol qui va commencer à être à nu. Et c'est le moment idéal justement pour que les graines commencent à germer, que le sol commence à capter la chaleur des rayons du soleil, à se réchauffer. Et un sol qui se réchauffe, c'est un sol qui va commencer à faire germer des plantes. Donc si toi, tu veux faire des semis au printemps, c'est plus intéressant d'avoir un sol qui soit un petit peu plus nu, un petit peu plus exposé au soleil au printemps. Comme ça, ta terre va se réchauffer et tu vas pouvoir plus rapidement semer tes salades, pourquoi pas directement dans le sol, du radis, des choses comme ça, des carottes et tout. Et après aussi de garder comme ça cette chaleur jusqu'à l'été. Donc c'est comme ça que ça se passe dans la nature, quoi. Les feuilles mortes, elles tombent à l'automne, ça se décompose. Il y en a un petit peu le printemps, le sol est plutôt à nu, mais les plantes, elles viennent couvrir ce sol nu. Donc au final, le sol, il est protégé des rayons du soleil et c'est ça qui est le plus important. Et après, finalement, il y a quand même quelques déchets qui se mettent comme ça tout le printemps et tout l'été par-dessus, mais on n'est pas non plus sur une grosse couche de paillage. Donc
beaucoup de paillage en plein été. D'après mon expérience, ça fonctionne pas vraiment par rapport à cette histoire où ça va aussi laisser le sol sec et on va pas pouvoir capter la pluie. S'il pleut, bah, finalement le paillage il va empêcher l'eau d'aller dans le sol. Et aussi d'après mon observation de comment ça se passe dans la nature, comment ça se passe dans la forêt qui est plutôt un système fertile et équilibré, et ben ça se passe pas forcément comme ça. Donc pailler l'été, je suis pas forcément, c'est pas un truc forcément qui fonctionne très très bien. Donc voilà. Ensuite, bah finalement c'est tout ça, c'est terminé pour tout ça. Et si tu veux aller un petit peu plus loin sur comment ça fonctionne un sol, comment est un sol vivant, je t'invite à taper sur internet, sur YouTube, tu marques Claude Bourguignon et sol vivant et tu verras, il y a une vidéo qui est vraiment intéressante, ça dure un petit quart d'heure. C'est vraiment intéressant, il explique tout. En fait, en une vidéo il t'explique tout comment ça fonctionne un sol. Tout, tu vas tout comprendre. Les vers de terre, la faune épigée, l'humus, la faune en profondeur, la minéralisation, tout, il explique tout Il y a pas mal d'informations dans cette vidéo, tu peux la regarder plusieurs fois, mais vraiment hyper intéressante. Et voilà, et n'hésite pas aussi à laisser un petit commentaire si toi tu as un retour d'expérience, si voilà, tu as déjà fait de la culture sur but, si tu as fait quel type de culture, comment ça a fonctionné, comment ça n'a pas fonctionné, etc. Et voilà aussi, ça fait vivre la chaîne, ça crée un petit peu d'interaction. C'est quelque chose que j'aime bien. Et pense aussi à t'abonner pour recevoir les prochains épisodes. Abonne-toi sur YouTube. Si tu es sur des plateformes de podcast, pareil, abonne-toi. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Je te souhaite une magnifique journée. À bientôt.